l'intérieur de l'extrême droite francophone, il y avait ce phénomène, je dirais minoritaire, qui ont vraiment vu la Deuxième Guerre mondiale comme une guerre idéologique entre le nazisme et l'ancien régime démocratique, libéral, etc. Et c'est pourquoi ils ont choisi l'ordre nouveau, l'ordre qui allait construire une Europe libérée de ces tendances qui a créé le chaos en politique depuis la Révolution française. Donc on a la volonté de critiquer l'ordre ancien, et pour critiquer l'ordre ancien, on érige les valeurs d'un ordre que l'on qualifie de nouveau. Et il ne faut pas oublier aussi que tous ces mouvements-là, l'idée d'apporter une nouveauté au discours politique, c'est quelque chose, on est dans une volonté, on va moderniser en quelque sorte la démocratie, et donc on se réfère d'un vocabulaire qui est un vocabulaire de modernité, de nouveauté, que l'on retrouve aussi avec des adjectifs différents, mais dans le fascisme italien ou dans le nazisme en Allemagne. Et à côté de ce noyau dur de militants idéologues, disons, fascistes ou fascisés, il y a une masse d'opportunistes, une masse relative d'opportunistes qui ont décidé d'adhérer à Rex parce que, à partir de 1940, début 1941, Rex a une chance de parvenir au pouvoir dans les bagages de l'occupant allemand, si l'occupant allemand le veut bien, et l'occupation de la Belgique par l'Allemagne nazie semble devoir être de longue durée à l'échelle de 1940 ou de 1941. En Belgique, les Allemands sont totalement et parfaitement opportunistes. Léopold III ne désire qu'une chose, c'est d'être l'homme de la situation, celui qui va créer une nouvelle Belgique, finalement débarrassée de ce parlementarisme inefficace. Il va même aller prendre le petit déjeuner avec Adolf Hitler à Berchtesgaden. Mais Hitler n'en veut pas vraiment de lui. Sans jamais fermer la porte, il ne l'ouvre pas non plus. Et c'est là tout le problème de Léopold III. Pourquoi est-ce qu'on a eu une question royale après 1944 ? Eh bien, parce que si Hitler avait vraiment donné l'occasion à Léopold III de jouer un rôle politique, il aurait été condamné à mort et probablement pendu. On ne veut pas vraiment de Léopold III, mais finalement, on ne conclut jamais un contrat d'exclusivité non plus avec un quelconque mouvement politique d'avant-guerre qui est prêt à collaborer. Et on les joue les uns contre les autres. Et c'est là qu'on voit cette fuite en avant de quelqu'un comme De Grelle. À partir du 1er janvier 1941, quand il a publié dans les colonnes du PRL, le journal rexiste, cette annonce de « Heil Hitler, moi j'ai choisi le camp allemand » et tout ça, en effet, ça a créé en Belgique pour la première fois le phénomène de la collaboration. Parce qu'à partir de ce moment-là, ceux qui ont vraiment suivi De Grelle dans son aventure personnelle, qui l'a mené jusqu'au front de l'Est, ils ont vraiment choisi une version du nazisme qui était vraiment coupée de la réalité politique belge. Ils sont devenus en fait des aventuriers qui voulaient en effet créer une révolution en Belgique francophone contre la Belgique. Et ça, c'est qui explique pourquoi, en 1943, De Grelle a annoncé aussi la germanité des Wallons en disant, en effet, les Wallons ne font pas partie de la Belgique d'avant-guerre. Ils font partie de la réalité de l'Europe germanisée qui va vaincre pendant la guerre, après la guerre. Il va clairement un pont trop loin pour une partie de son électorat pour lequel le patriotisme belge reste une valeur sacrée. Et ça explique aussi pourquoi le rexisme de 1936 et le rexisme de guerre sont quand même des choses fondamentalement différentes. Parce qu'en s'engageant dans la collaboration, il ne peut pas retrouver ceux qui se sont ralliés au rexisme en 1936 et qui se sentaient profondément belges, profondément patriotes, en s'alliant à l'Allemagne qui apparaît comme l'ennemi. Eh bien, ces gens-là ne vont pas se retourner vers le rexisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut quand même aussi se rappeler que, grosso modo, pour
l'immense majorité de la population, l'occupation, c'est avant tout essayer de survivre au quotidien, protéger les siens, faire en sorte que ses enfants aient à manger demain et qu'au fond, la vie soit la moins bousculée possible. Pour beaucoup de gens, c'était ça la stratégie pendant l'occupation. Et donc s'engager en résistance ou s'engager en collaboration, c'est le fait de minorités politiques, de minorités actives de part et d'autre. Donc on est bien dans une situation particulière où on est donc annexé, non pas occupé. La législation allemande prévaut. Il faut s'arranger avec situation, c'est-à-dire qu'on tente évidemment d'organiser son quotidien, mais il faut évidemment s'accommoder à un nouveau régime scolaire allemand, où il faut bien dire que beaucoup d'enseignants sont restés en place et prêteront aussi serment au Führer, ce qui sera d'ailleurs condamné, ou acte pour lequel ils seront condamnés par après. Il y a une question qui va rester ouverte pendant très longtemps, c'est celle de la nationalité de cette population, où on va beaucoup discuter et finalement décider le 23 septembre 1941 que la population va recevoir la nationalité allemande, sans supprimer la nationalité belge. Ça, on va l'oublier, ce qui fait que beaucoup de soldats auront leur carte d'identité belge avec eux en 1944, et ça sera finalement utile pour eux. Quand je parle de soldats, en réalité, ce 23 septembre 1941 et l'octroi de la nationalité allemande va déclencher surtout une chose, c'est l'introduction du service militaire obligatoire. À partir de l'automne 1941, les jeunes gens de la région, nés à partir de 1922, vont être enrôlés dans la Wehrmacht. En tout, il y en aura à peu près 9000 qui seront enrôlés, dont entre 3200 et 3400, donc 39%, ne reviendront pas. On voit très vite que cette occupation est extrêmement dure, extrêmement coûteuse, que les conditions de vie pour les ouvriers sont terribles, et que cet occupant qui a voulu donner cette image de correction et ouvrant des perspectives d'une franche collaboration bénéfique pour toutes les parties, ça va très vite se corser. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 1940, il n'y avait pas guerre entre le nazisme et l'Union soviétique. Ce n'est qu'à partir du juin 1941 qu'on a vu la guerre entre les deux grands empires. Et à ce moment-là, ça a justifié d'une manière un peu rétrospective le choix de De Krell. Parce qu'enfin, c'était vraiment les Allemands qui allaient vraiment mener la croisade contre le bolchevisme au front de l'Est. Et pour eux, qui sont venus à cette position, pour la plupart des origines catholiques, etc., c'était vraiment une libération, en effet, parce qu'on trouvait enfin que la guerre au front de l'Est serait le moyen d'intégrer à la fois le choix du nazisme et en même temps le choix qui existait depuis 30 ans de l'anti-bolchevisme qu'on trouvait dans les communautés catholiques en Belgique. Effectivement, l'anticommunisme est quelque chose de profondément ancré dans ce monde catholique, et donc ça donne aussi une légitimité nouvelle. C'est une espèce de croisade, somme toute, que de partir se battre contre le bolchevisme qui est assimilé au diable, et ça permet de remobiliser une série de valeurs catholiques. Et il va y avoir deux légions de volontaires, une légion flamande, une légion belge Wallonie. C'est le premier intitulé de la Légion Wallonie, ce qu'on appelle la Légion Wallonie, Légion belge Wallonie. Et Léon de Grelle va y aller pour enfin être crédible au regard des Allemands. On voit dans les témoignages des anciens rexistes entrés dans les forces armées allemandes, parmi beaucoup d'eux qui racontent des conflits qui ont mené contre des civils russes, contre des civils polonais, contre des civils ukrainiens. C'était vraiment un combat gigantesque qui le menait très loin de la réalité de la Belgique, mais très loin des mœurs de la Belgique d'avant-guerre. Et c'est vrai qu'on trouve
surtout parmi les jeunes, pas mal de gens qui étaient vraiment des fils de la bourgeoisie catholique francophone, mais après quelques mois passés au front de l'Est, il y a vraiment une évolution vers une réalité plus guerrière, plus aigrie contre la population civile. Et c'est là qu'on trouve des actions non autorisées par les officiers allemands. En effet, c'est une guerre extrêmement brutale où on fait guerre de distinction entre la population civile et l'ennemi militaire, où les déportations sont massives, où les massacres sont quotidiens, où toutes les unités sont impliquées dans, on peut dire avec la terminologie d'aujourd'hui, dans les crimes contre l'humanité. Pas seulement les volontaires pour la Légion d'ailleurs, c'est parfois encore plus ceux qui sont dans des bataillons de transport. Les bataillons de transport, c'est eux qui vont justement transporter les déportés et ceux qui sont dans des compagnies de surveillance, même ceux qui sont dans des compagnies de construction, qui doivent construire des bunkers, mais du coup aussi des camps, des prisons. Donc voilà, ce qui se passe sur le front de l'Est est atroce et les volontaires de tous les pays, ceux des pays baltes, ceux de Yougoslavie, ceux de Hongrie, sont pleinement utilisés dans cette sale besogne, parfois plus encore que les vraies troupes d'élite. En 1941, il y a pas mal de gens qui ont accepté d'être nommés par les forces allemandes à des positions de responsabilité à l'intérieur de l'État belge, mais aussi au niveau social, au niveau local, comme bourgmestre, etc., en Belgique francophone. Pour eux, c'était vraiment une responsabilité pour créer l'ordre nouveau en Belgique francophone, en menant un combat contre les forces réactionnaires qu'on trouvait autour d'eux, et surtout dans les rangs de la résistance, parce que pour eux, la résistance, c'était vraiment le jouet, en effet, de ces forces d'élite en Belgique. Ces bourgmestres ne vont pas laisser un énorme souvenir, parce que ce n'est pas des professionnels de la politique. On a plutôt affaire à des personnes sans passé politique connu, avéré. Alors pour certains, la situation va être assez dramatique. Je songe en particulier au cas de Charleroi, où les deux bourgmestres rexistes successifs de Charleroi vont être abattus par la résistance. Donc ils sont détestés par la population. Donc très vite, on va s'en prendre à eux, d'autant qu'ils sont souvent nommés à partir de 1942, donc à une période où effectivement l'issue de la guerre est déjà plus celle de 1940, même si en 1942, on ne peut pas encore dire que l'Allemagne a définitivement perdu la guerre, ce serait allé un peu vite, mais 1942, c'est l'année de bascule. Et donc, cette occupation du pouvoir par les bourgmestres rexistes va être sans cesse contestée par la population. On ne peut plus envisager que peut-être on a parié sur le mauvais cheval, que peut-être ce n'est pas l'Allemagne qui va gagner la guerre, parce qu'on sait si l'Allemagne perd la guerre, on va en payer le prix fort. Finalement, il n'y a plus vraiment d'alternative et autant s'engager jusqu'au bout sur le front de l'Est, s'engager dans une guerre civile sur le territoire belge avec des escadrons de la mort qui vont avoir une politique terroriste d'assassinat politique, aussi parce qu'on sent qu'on est la cible d'attentats de la résistance. Voilà, ça devient du coup désespéré, brutal, meurtrier. Raconter, j'étais collabo, j'étais pas nazi, je suis désolé, ça tient pas la route. Voilà, on choisit de se rallier derrière Adolf Hitler. D'ailleurs, la collaboration va beaucoup écrire, beaucoup publier. On peut à chaque fois vérifier ce que ces mouvements politiques racontaient à leurs membres et dire qu'ils n'étaient pas nazis. Non. Voilà, tout ce qu'ils écrivent, ils font acte d'allégeance à Adolf Hitler, à l'idéologie nazie,
de façon soutenue et cohérente. Là, il n'y a pas de débat. Il y a aussi des formes de collaboration qui sont plus difficiles à appréhender. Je songe en particulier à tout ce qu'on appelle la collaboration culturelle. Il y a à la fois là aussi des stratégies d'opportunité. On a par exemple un cinéaste comme Storck qui va réaliser un certain nombre de films, qui va signer une déclaration d'arianité. Quelqu'un comme Storck, ce qui le guide, c'est l'idée de filmer à tout prix. Ça nous renvoie aussi à la difficulté d'être cinéaste dans la Belgique de l'entre-deux-guerres, où c'est très très difficile de trouver un financement pour produire des films, et un contexte de guerre qui soudain offre des opportunités. C'est un petit peu le même type de raisonnement à travers la bande dessinée. Avant la guerre, vous avez la concurrence de bandes dessinées venues d'ailleurs. Pendant la Deuxième Guerre, le marché se ferme. Et donc, il y a des opportunités pour une série de dessinateurs, des opportunités qu'ils n'ont pas connues avant, avec aussi une population qui est avide de distraction. Ce n'est pas parce qu'on est en guerre qu'on n'a plus envie d'aller au cinéma, qu'on n'a plus envie de lire, qu'on n'a plus envie d'aller au théâtre. Je dirais même sans doute plus, parce que ce besoin d'évasion, il est quand même présent pour une partie importante de la population. Donc, ces offres culturelles constituent une opportunité qui explique qu'il y a véritablement là un succès que les cinéastes vont avoir du mal à maintenir dans la durée quand on retrouve le contexte de l'après-guerre. Alors, il y a aussi ce qu'on pourrait qualifier de collaboration intellectuelle. Ce sont tous ces journalistes qui vont accepter de continuer à publier pendant la Seconde Guerre mondiale, avec parfois des plumes brillantes qui vont se mettre au service d'une idéologie ou d'un journal qui accepte de paraître sous censure allemande ou qui va défendre un certain nombre de valeurs qui sont celles du national-socialisme. Parfois, ces militants faisaient du zèle, mais De Grelle a toujours couvert ces militants. Et à partir de 1944, il va encourager la répression. Il va encourager le développement du département sécurité-information de Rex. Il va entériner tout cela. Et lui-même de retour en Belgique, quand on va quand la résistance va abattre son frère, Édouard De Grelle, début juillet de 1944, va vouloir perpétrer des représailles féroces, que l'on abatte une centaine d'otages, 25 dans la région de Bouillon, dans sa ville natale de Bouillon, ou dans les environs immédiats, et 75 autres en Belgique. Et c'est Himmler qui va lui dire « Et là, oh là, n'allons pas trop vite, vous allez déclencher véritablement un processus de guerre civile, et vous allez foutre la pagaille partout. » C'est Himmler qui va devoir le retenir par le fond de son pantalon, en quelque sorte. Il a découvert une guerre, un conflit là-bas qui l'a obsédé. Et pour lui, ce qui était avant un choix politique, un acte d'opportunisme politique pour imposer ses vues sur les Allemands, tout ça est devenu en effet pour lui la réalité qui l'obsédait. Il est devenu en effet ce soldat d'élite qui voulait entrer dans la Waffen-SS, qui voulait créer par ses actions sur le front de l'Est, y compris des actions qui étaient vraiment hors des normes militaires. Avec ces actions, il a voulu créer en effet ce qui était un phénomène nouveau pendant la guerre, c'est-à-dire une carrière politique à travers les armées. Parce que pour lui, c'était le combat sur le front de l'Est qui déciderait qui gouvernerait en Belgique après la Deuxième Guerre mondiale. Ça lui permet effectivement, je dirais, de mettre en scène ses retours, et je songe en particulier après la bataille de Tcherkassy à ce grand retour d'avril 1944 où il va parader dans les boulevards du centre de Bruxelles. Alors c'est assez interpellant parce qu'on est en avril 1944, donc on n'est plus qu'à 6 mois de la libération. Et les images nous montrent quand même une foule. Alors est-ce que c'est une foule qui va là par curiosité, voir le vainqueur de Tcherkassy? Est-ce que c'est une foule qui va là parce qu'elle admire Léon De Grelle? Est-ce que c'est une foule qui admire ce combat-là spécifiquement, ce combat
contre l'Union soviétique, contre le communisme. Ça pose en tous les cas question que de voir cet enthousiasme, ou en tous les cas ces personnes présentes en masse sur les boulevards de Bruxelles. De la période qui suit le débarquement allié de juin 1944 jusqu'à la fin de la guerre, on est là dans un contexte où la violence va être très très présente, à la fois parce que la résistance, elle sent bien que la fin de la guerre est proche, hein, les nouvelles circulent, et donc les résistants osent plus et sont parfois trop téméraires. Mais d'un autre côté, ceux qui restent encore dans la collaboration, qui est l'aile la plus radicale, hein, tous les autres sont partis, cette aile la plus radicale, elle sent elle aussi que la défaite est là, et donc elle ne va pas hésiter non plus à commettre des actes de violence. À la fin du mois d'août, il s'agit par exemple aussi d'essayer de se constituer une espèce de trésor de guerre pour prendre la fuite. Et donc on va s'en prendre par exemple à Bruxelles à toute une série de bijoutiers qui vont être assassinés et où on va voler l'argent, les bijoux qu'ils possédaient encore, parce qu'il s'agit de se faire un trésor de guerre pour pouvoir prendre la fuite. Il y avait une guerre civile de très courte durée en Belgique pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a duré pendant quelques semaines, pendant l'été 1944. Donc, quand les adeptes de la collaboration parlent de la guerre civile, c'est un moyen, en effet, de légitimiser des actions qu'ils ont faites pendant l'occupation, en disant, voilà, on n'avait pas le choix, on était dans une guerre civile. Ce n'était pas le cas. En effet, ils ont choisi le camp allemand et par conséquent, ils ont choisi des actions violentes qu'ils ont faites sous l'occupation. Les actions de la résistance ne justifient pas les actions de la collaboration. Point.